Que feriez-vous si vous aviez connaissance d'une opportunité financière assez dingue avant pratiquement tout le monde, mais que pour en profiter, vous ne deviez faire confiance qu'à un seul homme? Cette question, au milieu des années 2010, des milliers de personnes y ont été confrontées lorsque le marché des cryptos a commencé à bien prendre en ampleur. Et encore, fallait-il savoir comment s'y prendre, à qui faire confiance à une époque où tout était encore à faire, dans un environnement parfait pour que les escrocs prospèrent. Gerald Cotten sera l'un d'entre eux, peut-être le plus ambitieux arnaqueur bien intégré au milieu des opportunistes. Les deux se sont fait un petit nom au sein de la communauté des nerds fans de crypto de Vancouver parce qu'ils sont particulièrement ambitieux. Ils répètent, à qui veut bien l'entendre, qu'ils vont créer la solution qui va faire exploser le marché du Bitcoin. Les investisseurs sont là, ça ne fait aucun doute, mais il manque la plateforme simple, libre, sécurisée et bien pensée qui fera exploser le business. À cette époque, au début des années 2010, le leader pour acheter et vendre des monnaies numériques s'appelle Mt. Gox. Un site très mal foutu, initialement prévu pour s'échanger des cartes Magic et qui venait qui plus est de se faire hacker et qui était sur le point de fermer ses portes. Et pourtant, Gerald et Michael le répètent partout, le BTC a du potentiel. Le principe, c'est que tu fais des virements ou des paiements en euros à cette plateforme et que tu peux acheter des crypto-monnaies. Ce qui est compliqué à l'époque, c'est que pour acheter des crypto-monnaies, il faut faire appel à des plateformes qui sont souvent basées à l'étranger et souvent dans soit des paradis fiscaux ou réglementaires, aux îles Vierges, aux Seychelles, etc. Et donc, ce qui fait aussi l'une des clés du succès de Quadriga CX à l'époque, c'est que c'est une plateforme qui est basée au Canada, qui est une juridiction plutôt bien vue par les établissements bancaires. Et donc, on peut facilement acheter des cryptos sur cette plateforme, plus facilement que sur les autres plateformes qui sont en général dans des juridictions plus douteuses. Quand la plateforme est créée, Gerald Cotten, je ne crois pas qu'il ait à son actif un gros passé d'entrepreneur de la tech parce qu'il est relativement jeune à l'époque. En revanche, il cofonde la plateforme avec un associé qui, lui, a, on va dire, déjà un background en matière de business, mais qui est un background, on va dire, un peu douteux, avec déjà des condamnations pour des histoires de fraude bancaire aux États-Unis. Mais ça, pour le moment, personne n'en sait rien, ni d'où ces deux-là se connaissent. Et pourtant, ça sera capital pour la suite de l'histoire. Pour s'assurer un départ sur les chapeaux de roue, Gerald et Michael mettront le paquet sur la com. Seulement un mois après la naissance de leur plateforme, les deux hommes créent le premier distributeur automatique de BTC. It's the first of its kind in the world, and this week a Bitcoin ATM went online in Vancouver. On pouvait y retirer de l'argent en vendant ses cryptos directement depuis l'appareil ou en acheter en insérant un billet dans la machine. Avec eux, accéder au marché des cryptos serait dorénavant d'une facilité déconcertante. Ils feront même essayer le distributeur à un enfant avec un billet de $100 au cas où c'était pas déjà suffisamment clair. Ils maîtrisent le narratif et ça marche, les médias en parlent et Quadriga, alors pourtant très récente, prend doucement en ampleur. Pour revenir sur Quadriga, en 2015, juste faire un virement, recevoir tes crypto-monnaies et les échanger ensuite comme tu veux sur la plateforme, faire du trading en fait sans te prendre la tête, c'est exceptionnel. Et en plus, pour éviter un nouveau hack à la Mt. Gox, Gerald va présenter son système de sécurisation des fonds comme imparable. En gros, ce qu'il expliquera, la version officielle, c'est qu'il envoie les cryptos de ses clients sur ce qu'on appelle des cold wallets, donc des supports physiques bien réels, entre autres des sortes de clés USB, dont il protège les codes d'accès dans des coffres sécurisés en banque. Tout est, sauf lorsque les clients l'exigent évidemment, techniquement hors réseau et donc inviolable. Dans les faits, ça crée surtout une situation de single point of failure, c'est-à-dire qu'une seule personne est au centre de tous les codes de ses clients. Et si cette personne venait à mourir au hasard, par exemple, vraiment, ça créerait un sacré bordel. C'est aussi parce que la période, on va dire 2015-2017, est une période d'euphorie progressive sur les cryptos avec le premier gros bull market avec un Bitcoin qui va atteindre les $20 000 et donc à l'époque il y a une euphorie, une pression acheteuse et donc le fait de pouvoir accéder comme ça à une plateforme au Canada fait que ils ont réussi à avoir beaucoup de clients à cette époque et donc à avoir beaucoup de fonds qui arrivent sur la plateforme parce que tout le monde voulait profiter du premier bull market, du premier gros bull market sur la crypto et sur le Bitcoin. Dans les années qui suivent sa création, le Bitcoin s'envole sans jamais ne perdre en altitude. Et le plus dingue, c'est que pour accueillir tous ces nouveaux investisseurs, Quadriga sera bientôt rapidement pratiquement la seule option. Et c'est avec cette fermeture, celle de Cavirtex, qu'on peut commencer à toucher du bout des doigts les bords de l'arnaque. Pourquoi Quadriga survit et même fleurit là où tous ses concurrents meurent les uns après les autres?
La réponse est très simple. Parce que Quadriga triche pour exister.